Un frère est venu me voir pendant qu'on était en train de causer, d'échanger avec lui. Il me dit, oh non, apôtre Élie, tu sais, moi, ma femme est vraiment très soumise. Et elle respecte, en tout cas, ça se passe très bien. Elle est très soumise. Je dis, ah, gloire à Adonai, c'est une bonne chose. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ses bien-aimés me disent ça. Et il me dit souvent, il me parle que sa femme est très soumise. Bon, je l'encourage toujours, je dis, c'est une bonne chose, c'est très bien. En tout cas, si tu as une femme soumise, c'est une bonne chose parce que dans nos jours, il y a très peu de femmes qui sont soumises. Et je lui ai quand même posé une question. Comme il me parlait trop de ça, j'ai dit, bon, je pourrais lui poser quand même quelques questions pour savoir. J'ai dit, frère, ta femme est très soumise, ok, mais qu'est-ce qui prouve, d'après toi, que ta femme est très soumise? Il m'a dit, écoutez, ma femme respecte ce que, tout ce que je lui dis. J'ai dit, waouh, c'est très bien. Et je lui ai dit, je vais juste te poser deux questions. Alors, des petites questions. La première question, as-tu déjà mis ta femme devant une épreuve pour savoir si elle fera ta volonté ou sa volonté? Parce que pour dire à quelqu'un qu'il est, qu'il ne vole pas, alors il faudrait lui mettre devant quelque chose que les hommes sont susceptibles de voler et voir si cette personne donc ne volera pas. Je lui ai posé cette première question. Je dis, est-ce que tu l'as déjà mis devant une épreuve? Écoutez, j'aimerais déjà ici que les gens n'interprètent pas mal ce que je dis pour aller commencer à mettre vos femmes dans des épreuves. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais seulement, soyons logiques et ne soyons pas naïfs. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes. Cela est vrai. C'est sans négociation. Je dis Amen. Mais remarquez, la soumission qu'on parle, c'est quand il y a une divergence d'opinion, quand il y a une divergence d'idées. C'est-à-dire, ta femme veut sortir, par exemple, je donne un exemple simple. Ta femme veut sortir, aller, par exemple, dans une fête. Et là où elle veut partir, toi, tu n'es pas d'accord qu'elle parte dans cette fête pour des raisons de sécurité ou pour des raisons que tu connais. Alors tu dis à ta femme, non chérie, tu vois, je sais que cette fête-là, tu aimes, tu tiens à ce que tu sois là-bas parce que, bon, pour toi, c'est quand même important. Elle est importante, ok, mais cependant, je trouve ça très risqué pour toi. Je trouve que ce n'est pas sécuritaire. J'aimerais bien que tu y restes et de ne pas partir. Ta femme avait déjà préparé ses habits, ta femme avait déjà arrangé les sacs qu'elle allait porter, elle avait déjà arrangé tous ses cheveux, tout ce qu'il faut passer aujourd'hui. Des femmes, vous savez, hein, la femme change de cheveux, hein, peut prendre, ils ont plusieurs sortes de cheveux qu'ils empruntent pour mettre dans leur tête. Vous le savez, je vous apprends rien pour ça. Alors tout était déjà préparé. Et voilà comment, toi tu lui dis, écoutez, non, il ne faut pas faire ça. Ne sors pas. Et cette femme te regarde et dit, ok, chérie, je voulais vraiment partir parce que c'est important. Mais l'homme a dit, non, ne pars pas. Et elle reste. Elle ne part pas. Il y a d'autres qui ont même déjà acheté les billets. Mais quand l'homme lui dit, ne pars pas dans cette fête, elle reste. Voilà, en quelque sorte, une partie qu'on peut dire, là, il y a la soumission qui intervient. Pourquoi? Parce que la femme elle veut aller dans sa fête. Dans cette fête, disons, et toi tu ne veux pas, bien sûr tu as donné la raison. Tu peux ou ne pas donner la raison. Ok? Oui. C'est pas être dictateur, mais je dis seulement tu peux ou ne pas donner la raison, mais au moins quand tu lui dis par exemple de ne pas partir et elle ne part pas, elle est restée, ça c'est un élément de la soumission que nous pouvions prendre. Je vois les gens dire que non,
Mes enfants ne volent pas. Gloire à Adonai, c'est bien. D'autres personnes, tu vas les voir dire, oh, moi je ne vole pas, je vole pas, je ne vole pas. Voler que je parle ici, peu importe les niveaux, même ceux qui volent au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, soi-disant vous appelez ça des détournements, ce n'est pas des détournements, c'est du vol. C'est du vol. Ceux qui détournent l'argent des deniers publics, ce sont des voleurs. Des ministres, des présidents, tout cela, les directeurs, les DG, tout. Quand tu détournes l'argent public, tu es un voleur. Alors, remarquez, il y a d'autres personnes, d'autres qui disent, non, moi je ne vole pas, je ne vole pas. Ok, c'est bien. Mais est-ce que on t'a déjà mis devant une preuve? Parce que ce n'est que devant une preuve qu'on peut détecter et confirmer si tu es un voleur ou pas. Pourquoi vous voulez mentir tout le monde comme ça? Alors ces gens, oui c'est vrai, il y a d'autres qui ne sont pas voleurs. Je n'en disconviens pas. Il y en a, nous sommes nombreux. Mais seulement, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas des voleurs, mais pendant que ce sont des vrais voleurs. Mettez-les devant une preuve. Donnez-les seulement l'argent à gérer. Donnez-les le bien à gérer. Donnez-les par exemple, je ne sais pas quoi, qui se retrouvent dans un endroit où ils trouvent l'argent et voyons voir si ils les détourneront ou pas. C'est face à cela qu'on peut dire celui-ci n'est pas un voleur. Vous comprenez? Celui-ci n'est pas un voleur. Moi, je me rappelle encore à Kinshasa, je vais vous raconter ça rapidement. J'ai retourné, c'était un jour comme ça, pendant la nuit. J'ai parti regarder mes parents et j'ai retourné là où j'habitais. Et en route, c'était vers, comme ça, aux 23h. Il faisait quand même nuit déjà. Et c'est comme ça que dans les taxis où j'avais pris, j'étais assis derrière. Quand je m'assois, je touche comme ça, je trouve un téléphone. À l'époque, les téléphones étaient rares. Et je regarde, je sens un téléphone. Je regarde, je prends ça, je trouve, oh, c'est un téléphone. Donc, j'ai compris que quelqu'un l'a oublié. Alors, dans cela, j'ai dit, bon, non, ok, je ne peux pas remettre ce téléphone à ce chauffeur parce que je ne connais pas l'état d'âme, entre guillemets, de ce chauffeur. Est-ce que c'est un voleur ou bien c'est quelqu'un de vrai? Est-ce qu'il va les détourner ou il va vraiment peut-être remettre ça à son propriétaire? J'ai dit, dans ces cas, je vais garder ça moi-même. J'ai gardé les téléphones. Je suis descendu avec. J'ai laissé ça allumé. Parce que les voleurs, souvent, quand ils font, à l'époque, ils prennent les téléphones comme ça, ils ferment ça, ils éteignent les téléphones, ils enlèvent la puce dans la SIM et ça devient leur téléphone. À l'époque, les téléphones étaient très rares. On avait encore d'autres téléphones de touche là. Mais c'était rare pour l'avoir. Il fallait avoir l'argent pour l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai laissé le téléphone là allumé, je l'ai amené juste chez moi. Le matin, ça, le propriétaire du téléphone m'appelle. Dès qu'il m'appelle, il commence à me sommer. Toi, tu vas voir le voleur là, tu as volé ce téléphone là, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ça, c'est comme ça. Je dis, mais monsieur, calmez-vous. Vous appelez quelqu'un, vous ne connaissez pas qui je suis. Et directement, vous commencez à me traiter de tous les mots. Oh non, parce que je sais, vous avez volé mon téléphone, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et le téléphone s'est arrêté parce qu'à l'époque, il fallait aller dans des cabines, mettre des minutes pour appeler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone s'est arrêté. J'ai dit certainement, il va appeler. Quelques temps après, il appelle encore. Quand il appelle, toujours avec des numéros différents, je lui dis, monsieur, calmez-vous, je ne suis pas un voleur. Parce que si j'étais un voleur, j'allais déjà éteindre ce téléphone et enlever la puce. Vous n'allez même pas joindre ce téléphone. Donc moi, j'ai ramassé ce téléphone dans les taxis. Et quand je l'ai trouvé dans les taxis, je me suis dit, si je le remets au chauffeur, je ne connais pas comment est ce chauffeur, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'il allait les garder ou s'en servir? Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai pris le téléphone, j'ai ramené ça chez moi, monsieur. Donc, dis-moi, là où vous êtes, je vais venir vous déposer votre téléphone. Le monsieur ne me croyait pas. Il était troublé, il ne me croyait pas. J'ai dit, monsieur, dis-moi où vous êtes. Oh, là, on est à Kinshasa. J'ai dit, dis-moi où vous êtes, je vais venir vous remettre votre téléphone. Ok. Il me donne l'adresse. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez lui. On s'est rencontrés en route. Je lui tends son téléphone. Quand il regarde, il voit son téléphone. Il interroge le nombre de minutes parce qu'on a un système de mettre des crédits. Il interroge ses crédits. Il trouve ses crédits exacts comme il avait laissé.
il a commencé à pleurer. Il me regarde, il pleure. Il me dit, monsieur, pardonne-moi, je ne croyais pas. Même quand je vous donnais l'adresse, je me suis dit, vous n'êtes pas sérieux. Voyez-vous pourquoi je vous ai donné l'adresse à côté? Je me suis dit, est-ce qu'il va venir? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un? Est-ce que... Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des gens aussi honnêtes comme ça. Le monsieur pleurait, c'est un monsieur, il pleurait. J'ai dit, ce n'est pas mon téléphone. D'abord, mes parents ne m'ont pas élevé à voler. Et de deux, je suis un chrétien. Voyez-vous ce qui fait déjà la différence de tout? C'est-à-dire, ni par l'éducation de mes parents, ni par mon éducation de la foi chrétienne que j'ai appris, m'autorise de voler quoi que ce soit. Donc, j'étais devant une épreuve que je pouvais avoir le téléphone. Je pouvais aussi prendre ce téléphone pour profiter. Donc, comme j'ai dit tantôt, il faut faire attention. Quand quelqu'un dit sa femme est soumise, oui, c'est bien. Est-ce que tu l'as mis devant des épreuves pour voir si cette personne est soumise ou pas? C'est comme j'ai dit souvent, je ne crois pas à l'humilité d'un homme pauvre. Un homme qui est pauvre, qui me dit il est humble, je dis tu es un menteur. Garde ça, attendons voir. Quand tu auras quelque chose, quand tu auras un bon emploi, quand tu auras l'argent, tu auras les moyens de s'acheter tout ce que tu veux, c'est là que tu pourras venir me dire je suis humble ou non. C'est là où tu viendras nous dire. Parce que tant que tu n'as rien, un pauvre, c'est normal qu'il soit humble parce qu'il n'a rien. Arrêtez, je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre, moi. Donc, si tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu marches à pied parce que tu n'as pas la voiture, parce que tu n'as pas l'argent pour prendre l'autobus, tu n'as pas l'argent pour prendre les taxis, tu marches à pied, ce n'est pas un signe d'humilité. Non, c'est un signe que tu n'as rien. Ça n'a pas de problème, c'est tout à fait normal. Mais ne transformez pas ça à l'humilité, bien-aimé. Non. J'ai ma voiture, je gare ma voiture quelque part, je descends, je commence à marcher à pied ou je laisse ma voiture à la maison, je marche à pied de tel endroit à tel endroit. Oui, je peux le faire pour le sport, je peux le faire justement parce que je vais marcher, profiter, voir les gens. Oui, on peut dire oui, c'est un homme humble. Entre guillemets, bien que ce n'est pas ça ce qui signifie vraiment que la personne est humble. Voyez-vous? Donc, la femme est soumise. Ok, la femme soumise, on la reconnaît. Je vous donnerai des caractéristiques d'une femme soumise. Cherchez-moi dans d'autres émissions, vous allez comprendre. Ça, ce sont juste des petites capsules que je suis en train de faire. Vous allez voir que je ne donne pas vraiment des détails bibliques avec des passages bibliques parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. Et donc, je me dis peut-être, je trouve que c'est des exhortations qui viennent juste réveiller encore votre connaissance, surtout sur des choses que vous connaissez déjà. Le secret du mariage, c'est la soumission. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, sache que ces mariages-là, c'est ce qu'on appelle un tombeau blanchi. Oui, tu peux voir ça beau. Ça peut apparaître beau devant les gens. Mais dedans, c'est des ossements desséchés. Dedans, c'est de la pourriture. Pourquoi? La soumission d'une femme la protège. Le manque de soumission devient comme une carie. La carie dentaire. La carie dans les os d'un homme. Voyez-vous ce que la carie fait à la dent? C'est ce que le manque de soumission dans la vie d'une femme produise. Ok? La soumission est très importante dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple. Donc vous pouvez voir un homme qui est avec sa femme, qu'ils apparaissent bien, ils ont l'argent. Mais si cette femme n'est pas soumise à cet homme, d'abord, sache que l'homme était malheureux et deux, la femme, elle est malheureuse. Oui. Tout ce que la femme fait dans son foyer, sache que elle le fait pour elle-même d'abord. Tout ce qu'elle fait. J'ai dit tout. Même quand tu prépares pour que ton mari mange, sache que tu le fais d'abord pour toi-même. Si vous avez des enfants, par exemple, quand tu prends soin de tes enfants, sache que tu le fais d'abord pour toi-même avant que ça soit pour l'intérêt de tes enfants. Tout ce que tu fais, tu sais pourquoi? Parce qu'un jour,
Quand tu ne seras pas là, soit il y a des circonstances de la vie, ça fait en sorte que l'homme te chasse du mariage, ou soit que vous vous séparez, tu aimes bien ton mari, mais ça ne marche pas et que l'homme ne veut plus être avec toi. Mais qu'est-ce qui va parler à ta faveur? Ce sont les choses que tu as eu à faire pendant que tu étais avec cet homme. Alors, quelles étaient ces choses-là? Est-ce que c'était des bonnes choses ou des mauvaises choses? C'est alors que l'homme va se souvenir, ah, quand je mangeais cette nourriture-là, quand ma femme préparait, oh, c'était bon. Ça, c'est déjà quelque chose qui s'allume dans sa tête. Mais cependant, voilà ce que je mange aujourd'hui, ce n'est pas bon. Et pourtant, le jour que tu avais préparé ces repas-là, tu l'avais fait, oh, j'ai fait ça pour mon mari, oui. Mais regarde aujourd'hui, face à une situation critique, c'est ces repas-là que tu avais préparés pour ton mari qui commence à parler à ta faveur. Ça te défend aujourd'hui. Cela est devenu ton avocat sans que tu te rendes compte. Est-ce que tu comprends un peu? Femme, c'est à toi que je parle. Donc, remarquez, ta manière d'être soumise auprès de ton mari, ce que tu faisais quand il parlait, même si tu avais raison, tu te taisais, tu te calmais, tu faisais profil bas. Laissez passer la colère, que l'homme décide d'y tout ce qu'il veut. Et à la fin, quand l'atmosphère reviendra bien, tu pouvais revoir la chose calmement. Et s'il insistait dans sa position, tu t'embarques et tu laisses faire. Toutes ces attitudes, quand tu les fais, sache que oui, tu les fais pour que le mari soit bien, mais tu les fais aussi pour toi-même. Parce que ce sont nos œuvres qui seront nos avocats pour nous défendre, et ce sont aussi nos œuvres qui seront nos juges pour nous condamner. Ah oui, l'avocat pour nous défendre, le juge pour nous condamner. Ça va te condamner un jour. Regarde, quand tu te sépares avec un homme et que tu veux retourner avec cet homme-là, ou tu te sépares avec une femme et tu veux retourner avec cette femme-là, tu sais qu'est-ce qui arrive souvent? Pendant que vous êtes séparés, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui montent à la tête. Tu te dis, ah, qu'est-ce que je manquais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qu'il fallait faire? Ah, j'ai manqué par exemple la soumission. Ah, il fallait que je sois soumise à mon mari. Ah, je manquais peut-être l'attention. Ah, il fallait que je donne l'attention à ma femme. Ah, je manquais peut-être la considération. Il fallait que je considère mon mari, il fallait que je considère ma femme. Ah, je manquais. Tu vois, ça commence à venir. C'est ça. Ce sont tes œuvres. Et quand tu dis, je manquais la considération, il y a quelque chose, il y a un fait qui est monté dans ta tête qui démontre que tu n'étais pas considérant vis-à-vis de ton mari. Donc, tu n'as pas considéré ton mari. Il y a des faits qui montent, qui démontrent ces choses. Et ce sont ces faits-là qui seront tes juges, qui te jugeront. Alors, j'ai envie d'aller plus loin, mais je préfère m'arrêter par ici. Alors, pour conclure, je dirais, ta femme est soumise, oui, c'est bien. Et j'ai présenté des éléments, c'est comme quelqu'un qui est un voleur ou quelqu'un qui dit qu'il ne vole pas ou un pauvre qui dit qu'il est humble. Ce sont ces deux éléments que je disais, tantôt j'allais poser comme question, que j'ai dit à cet ami, à ses frères. Et quand je lui ai expliqué, et je lui ai dit, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé à vouloir quelque chose et ta femme veut le contraire, ou soit ta femme veut une chose et toi, tu veux le contraire? Est-ce qu'il t'est arrivé quand il y a des choses pareilles et ta femme se plie et revient à la décision, en fait, revient à ta décision et fait ce que toi, tu as décidé? Oh non, papa, ces choses pareilles ne nous a jamais arrivé. En tout cas, on fait tout pour éviter ça. Alors, donc ne parle pas de la soumission. Ne parle pas de la soumission. Arrête. Dis-moi seulement que vous vous arrangez bien. On s'entend bien avec ma femme. Oui. Ne parle pas de la soumission. Non, c'est pas la soumission. La soumission, c'est quand toi, elle veut A, toi tu veux B. Elle veut aller à gauche, toi tu veux aller à droite. Maintenant, qui va se soumettre pour suivre l'autre? C'est ça la soumission.
La soumission, ce n'est pas du genre, la femme veut aller à gauche, toi aussi tu veux aller à gauche, et puis ok, bon, on me va chérie à gauche, et tu dis, ah, elle est soumise avec moi. Non, c'est ce qu'elle voulait aller. Elle voulait ça, elle voulait aller à gauche. Vous êtes parti juste dans la voie où elle voulait aussi. On ne parle pas de la soumission. La soumission, c'est quand deux idées ne convergent pas. C'est là où on peut parler de la soumission. Soyez bénis.